L'épiphanie, c'est la manifestation de Jésus comme le Fils de Dieu et roi d'Israël. Et nous venons de le lire dans l'Évangile. Mon homélie de ce jour fait ressortir l'universalisme, ou si vous voulez, l'universalité du salut. Le salut qui est étendu à tous les peuples. Et de façon symbolique, la présence de ces trois mages devant le Fils de Dieu qui sont venus l'adorer signifie que tous les autres peuples aussi sont appelés à chercher en Jésus-Christ la lumière des nations, à voir en Jésus-Christ le Sauveur que Dieu propose pour notre monde. Jésus-Christ est le Fils de Dieu par qui le monde peut obtenir le salut. Symboliquement, la présence de ces rois mages devant, disons, le Fils de Dieu fait petit enfant signifie que tous les hommes et tous les peuples sont appelés au salut et peuvent obtenir le salut, mais à travers l'acceptation et l'accueil de la foi en Jésus-Christ. Et les significations peuvent varier d'une interprétation à une autre. Toujours est-il qu'on peut retenir l'essentiel de ce que signifie ces présents. Les rois mages ont offert l'or. L'or, vous savez, c'est un métal précieux et qui sert à honorer justement un roi. Et vous allez dans nos palais, vous avez d'abord la couronne même d'un roi est une couronne faite d'or, pour signifier clairement que effectivement ce petit enfant, il est roi. Ils ont offert l'encens. L'encens, ça c'est pour l'honneur donc du royaume, l'honneur du roi. On brûle l'encens. Souvenez-vous qu'en Israël, le peuple d'Israël a l'habitude de brûler l'encens dans le temple. C'est pour honorer la majesté de Dieu. Pour honorer Dieu que le peuple d'Israël reconnaît comme le seul vrai Dieu. Alors ces rois mages ont offert aussi l'encens pour signifier que tous les honneurs, ou si vous voulez, à ce petit enfant revient tout honneur. Ça, c'est la signification de l'encens. Et la myrrhe, bon, comme nous le savons, la myrrhe sert à embaumer les corps, elle est odorifiante, et vous le savez. Donc, le petit enfant Jésus qui est roi, peut l'utiliser, on peut l'utiliser pour ressortir, comment il va dire, sa dignité, sa majesté, à travers l'odeur de sa sainteté que représente cette myrrhe. La particularité de cette fête à Porto-Novo est que après les célébrations eucharistiques, il y a une représentation théâtrale qui retrace, nous allons dire, le parcours de la naissance de Jésus-Christ, et avec ce point fort qui est ressorti, qui est la visite des rois mages. Les rois mages, ce que nous célébrons aujourd'hui. Cette représentation théâtrale invite donc les peuples à retrouver dans ce petit enfant le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité. Et la particularité ici à Porto-Novo, c'est que cette représentation théâtrale est vraiment la chose, je ne vais pas dire la plus intéressante, non, puisque la messe que nous avons célébrée est le sacrifice que nous offrons tous les jours, et le plus grand sacrifice. Mais cette partie des représentations théâtrales dans nos paroisses attire pas mal de foule. Et elle a commencé avec le père Francis Opier, qui a reçu un accueil favorable du roi Ozono Medje de Porto-Novo, le roi de Porto-Novo, en ce temps-là. Et cela, la tradition a été perpétuée jusqu'à nous, et nous vivons aussi dans nos paroisses les représentations théâtrales. Et après la représentation théâtrale, il y a sur nos places publiques, dans les marchés, vous verrez les anges aller dans les marchés, toujours dans le prolongement de l'annonce de cette bonne nouvelle qu'un sauveur nous est né. Et il y a les rythmes traditionnels, les danses traditionnelles avec les pagnes nouées à la ceinture, à la taille par les hommes, toujours pour célébrer la naissance merveilleuse de ce sauveur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que nous célébrons et dont nous célébrons aujourd'hui la manifestation. Les side events des Vaudondaises, c'est-à-dire le off officiel des Vaudondaises, avec une programmation très intéressante, notamment avec des Brésiliens qui vont faire la samba, qui vont faire une déambulation, un carnaval dans Ouida, de vrais Brésiliens, bien évidemment. Nous allons également avoir des concerts de jazz et nous allons avoir l'animation des places. Nous avons au total 5 places,
4 dans la ville historique de Ouidah, la place Marot, la place du fort français, la place du temple des Pitons, la forêt sacrée de Passé, et nous avons ici, au bord de l'océan, nous avons un couvent éphémère, Mami, qui sera également animé. Donc ça, ce sera, comme je le disais, samedi, dimanche, lundi, en préfiguration, on va dire, en quelque sorte, en pré-event de ce que nous démarrons officiellement le 9, c'est-à-dire mardi. Mardi, le matin et l'après-midi, selon des horaires qui ont été communiqués, il y aura également l'animation de ces différentes places. Et enfin, vous le savez, le soir, il y a le grand concert Afro-Pop, Afrobeat, le mardi 9, ici sur la plage de la porte du non-retour. Et le mercredi 10, nous allons également avoir les animations le matin et l'après-midi des différentes places précédemment énoncées. Et nous allons avoir à partir de 19 h ce que nous appelons la grande cérémonie vaudou. C'est-à-dire, ça va être le grand culte, le grand rituel, un grand cérémonial pour parler en référence peut-être à d'autres religions connues, une grande messe, un grand culte qui va avoir lieu ici sur la plage de Ouidah de 19 h à 21 h. Après cela, à 22 h, nous aurons un concert de musique traditionnelle. Les classes ont repris effectivement et très tôt ce matin. À 8h, à 7h30 déjà, la cour grouille de monde, avec des élèves dans la cour, avec l'ambiance de reprise des classes habituelles. Il s'est fait que vers 9h, 10h par là, cette ambiance a laissé place à une autre ambiance. Ouais. Aujourd'hui, c'est les dossiers des candidats au CEP qui sont organisés. Ouais, ces dossiers sont organisés. Et pour cela, vous aurez dû constater la présence de beaucoup d'enseignants et dans la cour. Beaucoup de directeurs également sont invités pour préparer les dossiers des candidats au CEP. Et c'est pourquoi vous n'avez pas constaté l'affluence des enfants. Ouais. Il y a plus d'enseignants que d'apprenants. Ouais, à cause de ça. On a dû congédier un certain nombre d'enfants afin d'avoir des classes libres pour préparer les dossiers des candidats au CEP. Oui. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a une reprise effective des classes. Ici, vous savez, notre centre a une certaine particularité. Nous sommes dans un complexe scolaire qui habite le centre d'examen. Donc, c'est un centre d'examen. Donc, aujourd'hui, les enseignants sont en train d'étudier les dossiers des candidats à l'examen cette année. Donc, pratiquement toutes les salles sont occupées. Nous n'avons pas assez d'espace pour pouvoir accueillir tous les enfants. Donc, c'est pour cela que les apprenants ne sont pas présents actuellement. Est-ce que vous voyez maintenant? Donc, c'est ça la situation. Donc, vous devez constater qu'il n'y a pas d'apprenants dans la cour. Il n'y a que des engins, des véhicules, tout ça là. Donc, nous sommes en séance de travail. Les cours ont bien repris à l'EPP à Kwakwa Centre B. Tous les enfants étaient là le matin. Seulement que la reprise coïncide avec l'étude des dossiers du CEP 2024. Ce qui a fait que nous avons dû congédier les tout petits enfants du C1 jusqu'au CM et jusqu'au CI. Du C jusqu'au C1 du moins. Les tout petits, on les a congédiés. Parce que tous les autres chefs centres devraient être ici pour l'étude des dossiers. Donc on a dû les congédier. J'invite les enfants à reprendre après les fêtes là, qu'ils reprennent les cours. D'accord? Qu'ils ne pensent pas que les fêtes continuent. Donc le travail a déjà repris. Aux parents d'envoyer les enfants à l'école, que les fêtes sont déjà terminées. Donc envoyez-nous les enfants pour que nous puissions plutôt commencer le travail avec les enfants. À l'endroit des élèves, vous savez, bon, les fêtes sont terminées. Ils doivent rapidement reprendre les cahiers, reprendre le chemin des classes et se mettre résolument au travail pour pouvoir affronter les examens. Vous savez,
pour obtenir un bon résultat, il faut bien se préparer. Donc, ils doivent rapidement se mettre au travail, se concentrer. Et je demande aussi aux parents de les aider. C'est le moment de prendre soin d'eux. Ils ont eu le temps de s'amuser correctement, de fêter, de tout faire. Bon, maintenant, tout ça là, c'est arrangé au calendrier grec. Donc, ils n'ont qu'à rapidement prendre les outils du travail et, disons, se mettre résolument au travail. Là, on pourra obtenir un très bon résultat à la fin de l'année scolaire. Et les enfants se prennent au sérieux, qu'ils soient conscients. Et que les parents également prennent en main leurs responsabilités, assument leurs responsabilités comme cela se doit et accompagnent les enfants. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que les apprenants sont laissés à eux-mêmes, les parents étant très occupés. Ça donne à autre chose. Il est bon que les parents suivent leurs enfants. Nous constatons aussi que quand les enfants ne sont pas suivis, les résultats ne sont pas là. Et nous voulons faire de notre mieux pour que les résultats soient à la hauteur des efforts que nous déployons. Je tiens à vous rassurer et à rassurer le peuple béninois que l'État béninois ne délivre pas de faux diplômes. La délivrance d'un diplôme suit un processus. Si le diplôme a été délivré par une université, vous allez voir qu'il y a plusieurs paraphes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs niveaux de contrôle. Tout diplôme provenant des établissements privés d'enseignement supérieur est un faux diplôme. Tout diplôme signé par un promoteur d'établissement privé d'enseignement supérieur est un faux diplôme. Aucun promoteur d'établissement privé d'enseignement supérieur n'est autorisé à signer un diplôme. C'est heureux qu'aujourd'hui que le gouvernement nigérian ait rejoint le Bénin dans ce combat de lutte contre les faux diplômes que nous avons commencé depuis l'avènement du régime de la rupture. Je tiens à vous préciser que la plupart des diplômes incriminés sont ceux délivrés par les promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur et concernent la section anglophone, qui n'est pas autorisée en République du Bénin. En 2022, la Direction générale de l'enseignement supérieur a fermé 5 établissements disposant de la section anglophone pour laquelle les promoteurs signent les diplômes en toute irrégularité. Et en 2023, 5 établissements privés d'enseignement supérieur ont été également fermés pour les mêmes raisons. Nous allons suggérer à l'ambassade que les ressortissants du Nigeria authentifient leurs diplômes délivrés par le Bénin, par l'ambassade du Nigeria via la Direction générale de l'enseignement supérieur. Les promoteurs eux-mêmes ne vont plus transporter leurs diplômes qu'ils ont délivrés eux-mêmes vers le Nigeria pour leur prise en compte. Nous allons organiser, avec l'appui de l'ambassade du Nigeria au Bénin, une séance de sensibilisation des étudiants nigériens pour qu'ils ne soient pas victimes de la mauvaise pratique des promoteurs indélicats et des intermédiaires nigériens qui sont donc dans la filière. Au Sénégal, en moins de 24 heures, la Cour suprême a confirmé la condamnation d'Ousmane Sonko pour diffamation et le Conseil constitutionnel a jugé son dossier incomplet. La commission de contrôle a rejeté l'examen de sa candidature en l'absence d'attestation de la Caisse des dépôts des consignations qui reçoit la caution de 30 millions de francs CFA, un peu plus de 45 000 $, exigés pour concourir à la présidentielle. Mais son avocat prévoit d'utiliser tous les recours possibles pour faire annuler cette décision. Depuis la confirmation de la condamnation de la Cour suprême à 6 mois de prison avec sursis, le sort d'Ousmane Sonko était presque scellé. S'il n'obtient pas gain de cause devant les tribunaux, son parti, le PASTEF, envisage de présenter le 25 février prochain Bassirou Diomaye Faye, lui aussi incarcéré. Un plan C miserait sur Habib Sy, un ex-ministre du président Wade qui a été soutenu par des parlementaires du PASTEF dont la candidature a été validée mercredi dernier. En RDC, l'UDPS, le parti au pouvoir, s'est ouvertement désolidarisé de tous ses candidats impliqués dans les fraudes lors des élections générales du 20 décembre dernier.
Vendredi, dans son rapport, la CENI a énuméré des actes de fraude ou d'intimidation, de corruption commis par des candidats appartenant au parti politique du président réélu Félix Tshisekedi lors des élections législatives et provinciales. Les suffrages de 2 circonscriptions ont été annulés. En tout, ce sont les votes de 82 candidats qui ont été invalidés par la CENI. 12 d'entre eux appartiennent à l'Union pour la démocratie et le progrès social et plusieurs autres à l'Union sacrée, une coalition proche du pouvoir. Cette décision de la CENI suscite les interrogations chez l'opposition qui invite l'organe électoral à apporter plus d'éclairage sur le fait que seules les législatives aient été corrompues et pas la présidentielle dans une élection combinée. Les résultats de la présidentielle doivent encore être confirmés par la Cour constitutionnelle. L'ancien ministre gambien de l'Intérieur sous le président Yahya Jammeh est poursuivi pour crimes contre l'humanité liés à des actes de torture, enlèvement, violences sexuelles et exécutions extrajudiciaires entre 2000 et 2016. Le procès qui s'ouvrira en Suisse le 8 janvier devrait durer environ 3 semaines. Ousmane Sonko avait été arrêté à Berne en Suisse le 26 janvier 2017 au lendemain de la plainte déposée au pénal contre lui par Trial International, une ONG suisse. Il sera jugé car le droit suisse reconnaît la compétence universelle pour certains crimes internationaux graves, quel que soit l'endroit où ils ont été commis, la nationalité des suspects ou celle des victimes. Depuis la chute de Yahya Jammeh, la Gambie n'a vu aboutir que 2 affaires judiciaires pour des crimes commis sous sa présidence. En 2021, un rapport de la commission Vérité a reconnu l'ancien président responsable des crimes contre l'humanité et a appelé à le juger. La Somalie multiplie les actions pour faire annuler le mémorandum d'entente entre le Somaliland et l'Éthiopie. Samedi, le président Hassan Sheikh Mahamoud a signé un projet de loi qui, dans la forme, annule cet accord qui prévoit à terme un bail exclusif sur la mer pour une durée de 50 ans à Addis Abeba. Depuis son annonce, Mogadiscio, qui revendique le Somaliland, a interpellé les instances africaines sur ce qu'elle qualifie de violation de sa souveraineté territoriale. Le pays est soutenu par la communauté internationale qui appelle à un règlement à l'amiable. De son côté, l'Éthiopie n'abdique pas. Pour les autorités, diversifier les accès à la mer est d'une importance capitale pour son économie, où les exportations et importations dépendent exclusivement du port de Djibouti. Quant au Somaliland, république autoproclamée en 1991, l'idée d'une première reconnaissance de son indépendance et des parts dans les compagnies comme Ethiopian Airlines ou Ethio Telecom apporterait un souffle nouveau à tout un pays. Au Soudan, le général Al-Burhan rejette toute forme de négociation et des tentatives de réconciliation avec son rival Hamdan Daglo, responsable des forces de soutien rapide, qui lui livre une rude bataille depuis avril dernier. En tournée dans plusieurs capitales africaines, Emeti, comme il se fait appeler, avait souligné l'idée d'une reprise des pourparlers devant aboutir à un cessez-le-feu. Une proposition rejetée vendredi par le chef de la transition soudanaise, qui estime inconcevable de parler de réconciliation avec des auteurs des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis au Darfour Ouest et dans tout le Soudan. Al-Burhan, qui s'est officiellement installé dans la ville de Port-Soudan après avoir été chassé de Khartoum, accuse les FSR de violation des droits de l'homme et s'étonne du soutien que ces paramilitaires reçoivent tant au Soudan qu'à l'étranger. Les chrétiens orthodoxes éthiopiens ont célébré Noël dimanche. La célébration, connue sous le nom de Jéna en amharique, a lieu le 7 janvier. Les fidèles étaient sur l'heure 31 pour la circonstance. Dans un pays qui tente de panser les plaies provoquées par le conflit au Tigré, l'événement a été placé sous le signe de la paix. Ce que je souhaite aux Éthiopiens, qu'ils soient ici ou ailleurs, c'est avant tout la paix. Et j'espère qu'ils recevront de l'amour. À la cathédrale Bol Medan Halem à Addis Abeba, des milliers de fidèles se sont rassemblés la veille pour des prières. Des chrétiens vêtus des vêtements blancs, symbole de pureté et de protection contre les forces du mal dans leur tradition. Je suis heureuse que tous les chrétiens soient ici.
et je suis fier d'être membre de cette communauté. J'espère que tous les jeunes viendront et fêteront avec nous. Tous n'ont pas eu le cœur à la fête. Le conflit en cours et la crise humanitaire dans les régions d'Amara et d'Oromia ont jeté une ombre sur les festivités de Noël. L'ONG International Crisis Group s'inquiète des collisions qui pourraient se produire entre la force multinationale en Haïti et les gangs armés qui contrôlent près de 80% de la capitale Port-au-Prince. Cette force, menée par le Kenya et soutenue par l'ONU, doit encore être approuvée par la justice avant d'être déployée. Cependant, des pays comme le Burundi, le Tchad ou encore le Sénégal ont déjà annoncé leur intention de mettre à disposition des hommes pour cette mission. Elle devra compter à terme 5000 policiers. Mais Crisis Group craint que des débordements n'aient lieu sur place du fait d'une coalition des groupes armés qui s'opposent à la venue d'une force étrangère et la corruption de certains membres de la police haïtienne. Moins de 10 000 policiers sont présents dans un pays de plus de 11 millions d'habitants. Selon l'ONU, il faudra au moins 25 000 officiers actifs sur le terrain pour assurer la sécurité des biens et des personnes. De nombreuses discussions ont eu lieu entre l'ONU et le Kenya pour mettre en place cette force dont l'action s'annonce déjà très difficile. Les inondations qui ont endeuillé la ville de Derna en Libye en septembre dernier auraient pu être évitées. C'est la conclusion à laquelle sont parvenus les experts chargés d'enquêter sur cette catastrophe. L'équipe composée de 25 personnes a mis en avant le manque d'entretien des barrages de la ville alors que l'alerte avait été lancée depuis 2003. Les enquêteurs pointent donc une négligence. Les inondations qui ont frappé Derna ont fait 4 540 morts selon le dernier bilan officiel. Plusieurs responsables ont été interpellés au lendemain de cette catastrophe, dont le maire de la ville. Mais la justice pointe désormais la responsabilité de toutes les personnes ayant géré les barrages en Libye depuis au moins 2003. L'armée israélienne a mené plusieurs frappes aériennes dans le sud de la bande de Gaza. Des tirs ont également frappé une maison entre Khan Yunis et la ville de Rafah, faisant 7 morts. Selon un nouveau bilan annoncé dimanche par le ministère de la Santé du Hamas, près de 23 000 personnes ont été tuées depuis le début du conflit, le 7 octobre. Il n'y a pas d'endroit sûr dans la bande de Gaza. Nous sommes tous sous les bombardements. Nous sommes en contact avec la mort et la destruction. Des femmes nues sous les décombres. Personne ne peut les reconnaître. On n'arrive pas à identifier les corps. Les enfants sont tués sans raison. Ils n'ont rien fait. Selon le Premier ministre Benjamin Netanyahou, la guerre ne prendra fin que lorsque le Hamas sera neutralisé et les otages israéliens récupérés. Des otages justement qu'Osnat Sharabi essaie de ne pas oublier. Elle a organisé une exposition de chaussures collectées auprès de plusieurs communautés. Il y a une semaine, j'ai senti que le public oubliait les otages. Le public s'habituait à la situation. J'ai eu l'impression que le gouvernement et le monde entier ont cessé de prendre des mesures pour les ramener chez eux. Et j'ai ce sentiment très pénible. Et puis j'ai voulu faire quelque chose, poser un acte pour faire bouger les choses. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne en visite samedi à Beyrouth, a tenté de calmer les tensions à la frontière entre le Liban et Israël en annonçant une initiative euro-arabe visant à relancer un processus de paix qui déboucherait sur une solution à 2 États. Il est temps de faire de notre idée d'une solution à 2 États une réalité. Sinon, le cycle de la violence se poursuivra de génération en génération, funérailles après funérailles, parce que vous ne pouvez pas tuer une idée. Vous pouvez tuer des gens, mais vous ne pouvez pas tuer une idée. La seule façon de tuer une mauvaise idée est d'en apporter une bonne.
Et la bonne est de faire vivre ensemble les Palestiniens et les Israéliens dans la paix et la sécurité sur une même terre. Le Hezbollah libanais a affirmé samedi avoir tiré 62 missiles sur une base israélienne suite à la mort du numéro 2 du Hamas.